La Royal Air Force est considérée comme l'une des meilleures aviations de combat au monde. Même si elle possède quelques lacunes en raison de sa petite taille, elle compense largement cet inconvénient par la qualité de l'entraînement de ses aviateurs, ce qui permet à la Royal Air Force d'apporter une contribution significative dans la résolution des conflits où qu'ils puissent survenir. Aujourd'hui, les capacités de combat de la Royal Air Force résident dans les variantes de ces trois avions principaux. Le Tornado, dont la version F3 a en charge la défense aérienne, tandis que la version GR4 apporte à la Royal Air Force ses capacités de bombardement. Le Jaguar est quant à lui utilisé pour les attaques au sol et la reconnaissance. Puis vient l'extraordinaire Harrier GR7, capable d'utiliser de toutes petites surfaces grâce à ses capacités de décollage et atterrissage verticaux. Ces trois avions sont propulsés par des réacteurs, une motorisation que la Royal Air Force utilise depuis bien plus longtemps que n'importe quelle autre armée de l'air. Pendant les années 30, Frank Whittle a essayé, sans succès, de persuader qui voulait bien l'entendre que ses travaux sur la propulsion à réaction seraient le futur de l'aéronautique. Mais le monde était en train de basculer dans la Seconde Guerre mondiale, et ce dont la Royal Air Force avait besoin, c'était de nombreux avions de chasse rapides et fiables, et pas ces engins trop novateurs qui ne seraient pas sans poser de nombreux problèmes de mise au point. Du coup, Whittle fut complètement ignoré, et les constructeurs continuèrent à produire des avions dotés de moteurs à piston. Mais tandis que la guerre faisait rage, il devint évident que l'ère des avions de combat à moteur à piston arrivait à son apogée. Pendant les combats, les pilotes parvenaient presque à frôler la vitesse du son lors de certaines manœuvres en piqué. Ce qui les empêchait de franchir cette vitesse était tout simplement la résistance de l'air. La combinaison de nouvelles formes, plus aérodynamiques, couplée à la puissance théoriquement illimitée des réacteurs, constituait la solution. La Luftwaffe a été la première aviation à introduire un jet dans ses rangs, le Messerschmitt Me-262. Ses ailes en flèche, son nez pointu et surtout ses deux turboréacteurs lui permettaient de surclasser même les plus récents avions de combat conventionnels. Mais en 1944, l'intensité des bombardements alliés rendait la production et l'acheminement des matières premières très difficiles pour l'Allemagne. Du coup, le Me-262 ne put jamais atteindre son plein potentiel opérationnel. En juillet 1944, la Royal Air Force reçut son premier jet de chasse, le Gloster Meteor. Ces deux réacteurs Rolls-Royce Weyland lui autorisaient une vitesse de pointe de 750 km/h, ce qui n'était qu'un tout petit peu plus rapide que les autres chasseurs en service, chasseurs qui étaient en train de gagner la guerre. Mais lorsque les Allemands commencèrent à attaquer Londres et d'autres villes anglaises avec leurs bombes volantes V1, le Météore trouva sa vocation. La population anglaise fut rassurée par l'arrivée en service du Météore, capable de rattraper les V1 et de les descendre plus facilement que les autres chasseurs. À la fin de la guerre, les missions du Météore avaient été étendues à la reconnaissance et à l'attaque au sol. Les jets étaient bien adaptés à ces missions, puisque désormais, le pilote bénéficiait d'un bon champ de vision vers l'avant, une fois débarrassé du moteur et de son hélice. Le Météore fut rapidement décliné en plusieurs versions, et à la fin de la guerre, le Mark III entra en service. Mais ce fut le Mark VIII, introduit dans les années 50, qui se révéla la plus prolifique de toutes les versions du Météore. Les nouveaux Rolls-Royce Derwent délivraient significativement plus de puissance avec une poussée de 1500 kg chacun. Le Météore atteignait ainsi des vitesses de l'ordre de 1000 km/h. Son armement comportait 4 canons de 20 mm dans le nez, auxquels on pouvait ajouter des roquettes sous les ailes.
Et bien que la Royal Air Force, comme toutes les autres forces armées, ait vu ses forces réduites à la fin de la guerre, il y eut quand même 32 escadrons de première ligne et 11 escadrons auxiliaires dotés de météores. Le météore joua un rôle crucial en permettant à la Royal Air Force, ainsi qu'à d'autres aviations, d'entrer dans l'ère du jet, permettant alors à une nouvelle génération de pilotes de se familiariser avec les hautes vitesses et les exigences de ce nouveau mode de propulsion. Dans la Royal Australian Air Force, les météores furent engagés au combat, mais cette fois en Corée. Ce conflit vit par ailleurs aussi l'arrivée d'une nouvelle génération de chasseurs à aile en flèche, capables de dépasser la vitesse du son. Face aux F-86 Sabre et aux MiG-15 soviétiques, le météore semblait issu d'une toute autre époque. Mais cet avion fut maintenu en service en Angleterre jusqu'au début des années 60, où il avait évolué vers la chasse nocturne. Les versions NF-11, 12, 13 et 14 nécessitaient un équipage de 2 hommes, mais restaient très similaires au Mark 8, bien que notoirement plus lents. Environ 3500 météores ont été construits et bien peu ont été conservés en état de vol. Encore récemment, la firme Martin Baker, à la pointe de la technologie des sièges éjectables, utilisait 2 Mark 7 adaptés pour tester ses nouvelles productions. C'est avec une certaine ironie de l'histoire que cet avion, qui apporta tant dans l'exploration des hautes vitesses, et par conséquent qu'il était presque impossible à évacuer d'urgence, ait joué un tel rôle dans le développement de cette technologie qui a sauvé des milliers de pilotes. Arrivé trop tard pour participer à la Seconde Guerre mondiale, le de Havilland Vampire joua également un rôle important dans les premières années jet de la Royal Air Force. En dépit de ses ailes droites, identiques aux avions à hélice de la Seconde Guerre mondiale, son réacteur de Havilland Goblin lui permettait d'atteindre 900 km/h, quelle que soit l'altitude. Mais c'est sa forme bipoutre qui le rend si parfaitement reconnaissable. De petite taille et très agile, le Vampire était très populaire auprès de ses pilotes car très facile à piloter. Le Vampire s'adjugea également quelques records, dont un d'endurance lors d'un vol transatlantique. En 1948, 6 Vampires Mark III du Squadron 54 ont effectué la toute première traversée de l'Atlantique par des avions à réaction. Une preuve supplémentaire de la supériorité de ces appareils qui voyaient leur autonomie et leur rayon d'action largement accrus. Le Vampire constitua la base du nouveau chasseur bipoutre de Havilland, le Venom, entré en service en 1955. Le Vampire était doté d'ailes droites, alors que le Venom possédait quant à lui une aile avec une légère flèche. La combinaison de cette aérodynamique améliorée et du réacteur Ghost, plus puissant, permettait au Venom d'atteindre plus de 1100 km/h, une notable amélioration par rapport au Vampire. Pour les versions NF2 et NF3 de chasse de nuit, le Venom accueillait un second membre d'équipage qui s'occupait du radar placé dans le nez, agrandi pour l'occasion. Les Venoms de chasse nocturne ont été fournis également à la Fleet Air Arm comme chasseur tout temps. La Fleet Air Arm, l'aviation embarquée anglaise, est entrée dans l'ère de la réaction beaucoup plus tard que la Royal Air Force. Son premier jet, le Supermarine Attacker, à train classique, ne fut pas un triomphe. Mais il joua un rôle substantiel en initiant la marine anglaise à utiliser les avions à réaction à partir des ponts d'envol de ses porte-avions. Le Venom souffrait néanmoins de quelques défauts, essentiellement de la fragilité de sa crosse d'appontage. De nombreux Venoms, n'ayant pas réussi à apponter correctement en raison de la défaillance de cette pièce vitale, ont dépassé le pont du navire et se sont écrasés en mer.
Le Hawker Seahawk fut une étape essentielle des progrès de l'aéronavale anglaise. La Navy avait enfin réceptionné un chasseur suffisamment polyvalent pour assurer la défense aérienne de la flotte, ainsi que les missions d'attaque, tout en étant assez solide pour les délicates opérations embarquées. Motorisé par un Rolls-Royce Naine, il pouvait juste atteindre la vitesse de 1000 km/h au niveau de la mer. Un important réservoir de carburant était placé à l'arrière du fuselage, autorisant une autonomie de 1400 km lorsqu'on ajoutait à l'avion ses réservoirs externes supplémentaires. Mais si les nouveaux jets de la marine devenaient plus rapides que leurs prédécesseurs à hélice, ils grossissaient et s'alourdissaient de plus en plus. Lancer ces avions et les faire atterrir sur le pont d'un navire devenait de plus en plus délicat en raison de la petite taille des porte-avions britanniques. Une avancée spectaculaire eut lieu en 1952, avec l'introduction de la catapulte à vapeur. Cette invention anglaise constituait en fait à prélever, pour la catapulte, la vapeur sous pression sur le circuit des machines de propulsion du navire. La puissance supplémentaire ainsi offerte pour le catapultage permettait d'envisager de futurs avions embarqués plus grands et emportant un armement plus important. Mais ces avions présentaient aussi leur lot de nouveaux problèmes, essentiellement lors de l'appontage. Si les pilotes appréciaient la stabilité et la visibilité apportées par les avions à réaction, ces engins étaient plus lourds et avaient donc des vitesses d'approche plus élevées. Les systèmes de sécurité habituels devenaient totalement inadaptés. La solution vient d'une nouvelle innovation anglaise, le pont oblique. C'est l'US Navy qui, très rapidement, remarqua le potentiel de cette idée. Et dès 1952, des essais furent conduits sur l'USS Antietam. L'Antietam était un porte-avions de la classe Essex, similaire en taille au HMS Eagle, alors le plus gros porte-avions anglais de l'époque. L'introduction du pont oblique supprimait la nécessité des barrières d'arrêt et le risque de collision avec les avions garés à l'avant du pont. L'efficacité opérationnelle des porte-avions en était augmentée, car il était aussi possible de procéder simultanément au catapultage et aux appontages. En 1956, les Seahawks de 6 squadrons de la Fleet Air Arm ont participé aux opérations sur Suez, en attaquant les aérodromes égyptiens escortés par des Venom. Alors que la marine anglaise commençait à maîtriser la réaction, la Royal Air Force recevait le premier d'une toute nouvelle génération de jets. La guerre de Corée, qui avait commencé en 1950, alarma l'Occident. Cette guerre préfigurait en effet ce qui pourrait se passer en cas de conflit plus important. La participation anglaise à la guerre aérienne sur ce théâtre d'opération fut dévolue aux chasseurs à hélice de la Royal Navy, les Sea Fury. L'arrivée des chasseurs modernes F-86 Sabre et surtout MiG-15 russes obligea les Britanniques à renforcer leur aviation. 2 nouveaux modèles furent commandés en priorité absolue pour remplacer le Météore dans ses missions de défense aérienne. Le Supermarine Swift, arrivé en 1951, s'avéra être une véritable déception dans la mission d'intercepteur à haute altitude qui lui était dévolue. Il fut donc retiré des unités de première ligne dès 1955. Le Hawker Hunter, entré en service dans la Royal Air Force en 1954, se révéla quant à lui une véritable réussite. Dès 1956, 15 escadrons de la Royal Air Force furent équipés de la version F6, qui sera la variante la plus produite du Hunter. La puissance du Hunter lui était fournie par un Rolls-Royce Avon de 5000 kg de poussée. Ses formes aérodynamiques et sa puissance lui permettaient même de franchir le mur du son, toutefois en léger piqué, une grande première pour un avion de construction anglaise. Le Hunter possédait des points d'attache sous les ailes pour emporter de l'armement. Ainsi, ces 4 canons de 20 mm situés sous le nez purent être complétés par le premier missile air-air anglais, le Fairey Fireflash.
Malheureusement, les douilles vides éjectées par les canons pouvaient être aspirées par le réacteur, l'endommageant gravement. À partir de la variante Mark VI, ce problème fut résolu par les deux bosses situées sous les entrées d'air, destinées à récupérer ces douilles vides. Au moment où le Mark VI commençait sa carrière, la première version biplace d'entraînement, le T Mark VII, était elle aussi introduite. « 1972 Hunter ont été produits dans de nombreuses versions jusqu'en 1966. Preuve des qualités de cet avion, il fut utilisé par 22 forces aériennes à travers le monde et pour certaines jusque dans les années 90. Aujourd'hui, quelques exemplaires volent toujours aux mains de propriétaires privés. Ils sont visibles souvent lors de meetings et rappellent ce que fut l'âge d'or de la réaction. Le successeur du Hunter fut le English Electric Lightning. Le Lightning était une nouvelle étape technologique importante, car avec lui, la Royal Air Force passait d'un coup de chasseur subsonique à un avion capable d'atteindre Mach 2. Le projet avait commencé en 1947 et culmina en août 1954 avec le premier vol du prototype, le P-1. Le P-1 était propulsé par deux turboréacteurs Bristol Siddeley. Mais le temps que le Lightning arrive en escadron en octobre 1959, ses moteurs avaient été remplacés par deux Rolls-Royce Avon. Les performances du Lightning étaient stupéfiantes. Non seulement capable d'atteindre Mach 2, soit 2 fois plus rapide que le Hunter, il pouvait grimper à l'altitude de 16 000 mètres en une seule minute. Mais le prix à payer pour ces performances était une consommation de carburant telle que sa faible autonomie le cantonnait à un rôle de défense de zone. Le Lightning bénéficia d'une amélioration notable avec la version F6 en avril 1964, version qui reçut un réservoir ventral, ce qui doublait la capacité en carburant des versions antérieures. Le problème de l'endurance fut également résolu avec l'arrivée du ravitaillement en vol. En juin 1967, le Squadron 74 vola sans escale jusqu'à Singapour. Cet exploit peu ordinaire montrait l'importance du ravitaillement en vol pour les missions du Lightning. Les Lightning F6 reçurent également des réservoirs supplémentaires disposés au-dessus de l'aile. Le ravitaillement en vol avec un Lightning demandait de l'entraînement, étant donné que la perche n'était pas dans l'axe de l'avion. Le Lightning a aussi été le premier chasseur anglais à recevoir un système d'armes complet, missiles et radars intégrés. Le radar, monté dans le nez, était seulement capable de repérer ses cibles vers l'avant. Mais comme le Lightning avait été conçu pour intercepter les bombardiers russes à haute altitude, ceci ne posait pas de problème, du moins dans un premier temps. Une fois le radar verrouillé sur sa cible, les missiles étaient mis à feu. Ces missiles se verrouillaient à leur tour sur le rayonnement infrarouge, soit la chaleur émise par les propulseurs de la cible. Au début des années 60, certains étaient convaincus que ces nouveaux missiles air-air étaient l'arme absolue pour le combat aérien. La combinaison de la portée du radar et du missile repoussait le combat au-delà du champ de vision du pilote. Ceci était particulièrement important si le Lightning arrivait à remplir sa mission principale, détruire en vol les bombardiers nucléaires soviétiques. À part ces deux missiles, le Lightning n'avait aucun autre armement, ce qui signifiait que si pour une raison ou une autre, les missiles n'atteignaient pas leur cible, le pilote était alors totalement démuni.
Lorsque la version F6 arriva, les pilotes avaient enfin récupéré des canons. 2 Aden de 30 mm avaient été montés dans une nacelle ventrale. Ils pouvaient servir à rappeler à ses adversaires que même sans ces missiles, le Lightning avait encore du répondant. Ces années 60 voyaient le monde apprendre à vivre dans une guerre froide qui pouvait à tout moment basculer hors de contrôle dans l'horreur d'une guerre nucléaire. La Royal Air Force jouait donc un rôle vital en fournissant une force de défense crédible pour le nord de l'Europe en compagnie de ses alliés de l'OTAN. L'époque était celle des Quick Reaction Alert ou réactions rapides aux alertes. Typiquement, 2 Lightning armés et avitaillés étaient en permanence prêts en bout de piste, les pilotes en tenue de vol dans un abri tout proche. Lorsqu'une alerte retentissait, ils sautaient dans leurs avions et décollaient en quelques minutes, de nuit comme de jour et par tous les temps. Le Lightning joua son rôle de chasseur de première ligne pour l'OTAN jusqu'en 1976, date à partir de laquelle il fut progressivement retiré. La carrière du Lightning traversa des années qui furent difficiles pour la Royal Air Force, quelques tergiversations politiques ayant eu un impact profond sur cette arme. Le plus évident de ces changements de cap a été l'annulation du projet TSR-2. Le TSR-2 était prévu pour devenir le nouvel avion d'attaque tactique et de reconnaissance, équipé pour cela d'une technologie de pointe, devant faire de lui l'avion le plus avancé de son époque une fois en service. Mais le coût du développement dépassa amplement les estimations initiales. Et alors que le prototype se révélait très prometteur lors de ses essais en vol, le gouvernement de l'époque prit la décision d'annuler le TSR-2. Cette décision très controversée divise l'opinion aujourd'hui encore. Ceci créa une lacune dans les capacités de la Royal Air Force, lacune qui prit beaucoup de temps à être compensée. Tandis que la Royal Air Force effectuait sa transition vers la chasse supersonique, la Fleet Air Arm recevait quant à elle son premier avion à aile en flèche. Le Supermarine Scimitar entra en service avec le Squadron 803 en 1958. Conçu pour remplacer le Seahawk dans son rôle d'avion d'attaque, le Scimitar était un avion beaucoup plus volumineux. En plus de ses 4 canons Aden, le Scimitar pouvait emporter jusqu'à 4 missiles air-air Sidewinder ou une bombe nucléaire. Mais en dépit de ses 2 Rolls-Royce Avon, le Scimitar restait un avion subsonique. De surcroît, cet avion connut une invraisemblable série d'accidents. Sur les 76 Scimitars construits, plus de la moitié ont été perdus accidentellement. Ceci était principalement la conséquence de l'emploi par la Royal Navy d'avions de plus en plus gros, de plus en plus rapides et de plus en plus lourds sur de petits porte-avions. Dans la seconde moitié des années 50, la Navy reçut le de Havilland Civicsson pour remplacer ses Venom en défense aérienne. Comme le Vampire et le Venom, le Civicsson était aussi un bipoutre, qui aujourd'hui encore, en raison de sa taille, paraît toujours aussi impressionnant. Les premiers appareils équipèrent 3 escadrons fin 1957. C'était le premier chasseur britannique dépourvu de canons et transportant uniquement des missiles. En 1965, les premières versions furent remplacées par la variante FAW2. Comme ses prédécesseurs, il s'agissait d'un intercepteur tout temps, mais à l'autonomie plus importante en raison de réservoirs supplémentaires logés dans les poutres. Le Civicsson fut conservé en service jusqu'en 1972. En 1962, la Navy prit en compte son plus puissant appareil pour l'époque, le Blackburn Buccaneer. Excellent lors des attaques à basse altitude, le Buccaneer était à la fois supersonique et très manœuvrant à proximité du sol. Doté d'une large variété d'armements conventionnels et de missiles, le Buccaneer pouvait aussi emporter une arme nucléaire. L'avion était propulsé par 2 Bristol Siddeley Giron Junior, remplacés ensuite sur la version S Mark II en 1965 par des Rolls-Royce Spey plus puissants.
entered service during 1965. En 1969, les Buccaneers entamèrent une seconde carrière lorsque la Royal Air Force récupéra les avions retirés de l'aviation embarquée. Renommés S-2A, les Buccaneers compensèrent l'annulation du TSR-2. Ils se sont révélés très efficaces dans leur mission d'attaque ou de reconnaissance à longue distance et à très basse altitude. En tout, la Royal Air Force commanda 42 Buccaneers et hérita de 60 avions supplémentaires provenant de la Fleet Air Arm. Le Buccaneer n'était pourtant qu'une manière de compenser provisoirement certains manques. Le rôle de la Royal Air Force avait évolué dans les années 60, passant du rôle purement stratégique d'une force nucléaire vers des missions tactiques avec un armement plus conventionnel. De nouveaux avions étaient donc nécessaires pour ces nouvelles exigences. En 1969, le plus original des avions à avoir jamais été utilisé par la Royal Air Force entrait en service au Squadron 1, le Harrier GR1. L'originalité du Harrier est de pouvoir décoller et atterrir verticalement, ce qui en fait l'avion idéal pour l'appui tactique avancé. L'aventure de cet avion exceptionnel commence en 1957 par une initiative privée de Hawker de construire un avion d'attaque autour du tout nouveau réacteur Bristol Pegasus. Ce moteur a été conçu pour que sa poussée passe par 4 buses mobiles, ce qui assure ainsi la sustentation, même pour un avion à voilure fixe. Du coup, ce nouvel appareil disposait d'un grand potentiel pour épauler les forces terrestres, puisque capable d'être mis en œuvre à partir de zones improvisées toutes proches de la ligne de front. Les premiers Harriers de la Royal Air Force entraient en service en juillet 1969. À ce moment, plusieurs nations, dont la France, l'Allemagne et les USA, portaient un grand intérêt au développement de cet avion. Après des essais intenses sur terre et sur mer, l'US Marine Corps fut autorisé à commander ses premiers 102 Harriers, dynamisant ainsi le programme. Au début des années 80, une nouvelle version, le GR3, entrait en service. Cette variante possédait un télémètre laser monté dans le nez et un moteur amélioré. Simultanément, la Fleet Air Arm commençait à recevoir ses premiers exemplaires du Sea Harrier. Le Sea Harrier était différent sur de nombreux points de ses homologues de la Royal Air Force. Par exemple, son nez était élargi pour accueillir un nouveau radar et le cockpit était rehaussé pour à la fois recevoir une avionique récente tout en apportant une meilleure visibilité aux pilotes. Comparé aux avions embarqués précédemment, le Harrier possède une envergure beaucoup plus courte, ce qui lui permet d'opérer à partir de petits porte-avions, voire même d'autres navires. Le Sea Harrier arrivait au moment où on se demandait si l'Angleterre devait conserver des avions conventionnels dans la marine. 3 petits porte-aéronefs ont été commandés pour lesquels le Harrier convient parfaitement. Ces nouveaux navires possèdent un pont d'envol radicalement différent, avec une rampe permettant au Sea Harrier de décoller avec une charge plus lourde, tout en utilisant une longueur de pont très courte. Mais le Harrier était tout juste devenu opérationnel lorsque l'Argentine envahit les îles Malouines le 2 avril 1982. Il s'ensuivit une lutte acharnée pour leur souveraineté. Le gouvernement britannique de Margaret Thatcher ne voulut pas céder et une force expéditionnaire fut mise sur pied en urgence pour confirmer l'exigence anglaise d'un retrait des forces argentines. Sans support aérien, le corps expéditionnaire n'avait aucune chance et une force de 20 Sea Harrier et Harrier GR3 de la Royal Air Force fut embarquée sur les porte-aéronefs Invincible et Hermès en route vers l'Atlantique Sud. Ils furent un peu plus tard rejoints par 8 appareils supplémentaires. La campagne devait être un test difficile pour ces avions encore non éprouvés au combat. Contre eux, l'Argentine déployait une aviation puissante, composée de Skyhawk américains, de Dagger d'origine israélienne et de Mirage. Le 21 mai, les troupes anglaises établirent une tête de pont dans la baie de San Carlos.
Sous les attaques répétées de l'aviation argentine, ils purent tenir bon grâce aux Harrier, qui abattirent 13 chasseurs ennemis pour la perte d'un seul Harrier GR3. for the loss of one Harrier GR3. But the Harrier Mais la force des Harrier, assez dispersée et limitée, ne pouvait pas tout couvrir, d'autant plus qu'ils ne bénéficiaient d'aucun système de surveillance et d'alerte aéroportée. the task force ship Les navires du corps expéditionnaire mouillaient dans les anses et les criques de la baie, devenant des cibles faciles pour les avions d'attaque argentins. Certains furent touchés. on May the 4th, Le 4 mai, le HMS Sheffield devient le premier navire de guerre anglais perdu depuis 37 ans, lorsqu'il fut coulé par un missile Exocet tiré par un super-étendard. Son sister ship Coventry fut sévèrement endommagé par une autre attaque, Coventry, mais les porte-aéronefs demeuraient intacts. but the aircraft carriers were unharmed. During the campaign, Pendant la campagne, 6 Harrier furent perdus par accident ou en raison de tirs en provenance du sol. Aucun n'a été descendu en combat aérien. Les pertes de l'aviation argentine furent d'une centaine d'avions. lost some 100 aircraft. The Harrier Le Harrier s'est bien acquitté de sa tâche, mais pour développer et améliorer son potentiel, de substantiels investissements devenaient nécessaires. McDonnell Douglas avait développé une version à grandes ailes du Harrier pour répondre aux exigences du Marine Corps qui désirait un Harrier avec une capacité d'emport encore plus importante. Avec le Harrier II, McDonnell Douglas devint le principal fournisseur de l'Angleterre en construisant ce nouvel appareil sous licence. En 1990, les premiers GR7 entraient en service dans la Royal Air Force. Ils étaient capables d'emporter 2 fois plus de charge que le GR3 sur une même distance. Au total, 96 avions avaient été commandés, dont 62 GR5, version intérimaire qui fut ensuite portée au standard GR7. Le GR7 est équipé d'un FLIR, ou visualisation par infrarouge, qui, couplé à des lunettes de vision nocturne, autorise le vol de nuit à très basse altitude. Bien qu'optimisé pour les opérations à basse altitude, à des vitesses subsoniques, le Harrier s'accommode idéalement des opérations à moyenne altitude, où il peut utiliser son système d'attaque composé d'une télé et d'un désignateur laser. Même équipé d'une technologie de pointe, le Harrier demeure un appareil polyvalent pouvant être déployé proche des zones d'opération, une capacité qui est régulièrement utilisée pendant les exercices militaires. Depuis son arrivée en service, le GR7 a été déployé sur un certain nombre de points chauds. Les opérations récentes ont permis au Harrier d'appuyer les forces de l'OTAN et des Nations Unies au Kosovo, en Bosnie, en Serbie et dans le Golfe, cette fois depuis les navires de la Royal Navy. Depuis l'an 2000, les Harrier de la Royal Air Force et les Sea Harrier de la Navy ont été rassemblés sous la seule autorité de la Joint Force Harrier. Le Harrier va continuer ses missions pour encore plusieurs années et de nombreuses améliorations sont toujours à l'étude afin de le maintenir à un haut niveau de capacités opérationnelles. Le CP4 Jaguar a été conçu pour satisfaire les demandes franco-anglaises en 1965 pour un avion d'entraînement avancé et d'attaque. Après un développement prolongé, a émergé un avion bien plus puissant que ce qui avait été envisagé à l'origine. Les premiers Jaguars monoplaces ont été livrés à la Royal Air Force en mars 1974. En moins de 2 ans, 8 escadrons de première ligne avaient reçu leur Jaguar. Le monoplace Jaguar S a été rejoint par le biplace d'entraînement Jaguar B. Le Jaguar se montra particulièrement efficace dans son rôle de chasseur-bombardier, mission pour laquelle il possède un système de navigation fiable et un télémètre laser. Il est également supersonique à toutes ses altitudes opérationnelles.
can also Il peut en outre atterrir sur des pistes relativement courtes, ce qui signifie que le Jaguar peut opérer à partir d'aérodromes avancés en soutien des troupes terrestres. in the last few Ces dernières années, les Jaguars de la Royal Air Force ont subi un programme de modernisation majeur et désigné Jaguar GR3 ou T4 pour les biplaces. the upgrade Cette modernisation comprend une avionique moderne comportant un GPS, un système de navigation avec référencement de terrain, des jumelles de vision nocturne, un collimateur de casque et de nouveaux écrans tête haute et tête basse dans le cockpit. Ici, nous avons les deux canons Aden de 20 mm. Le Jaguar en a deux, un de chaque côté. Ceci est la partie principale de l'arme, qui se prolonge vers l'avant avec le canon. Les munitions sont dans un compartiment au-dessus. Elles descendent et sont percutées, les douilles vides étant éjectées par l'arrière. Nous avons 150 obus par canon et une cadence de tir de 20 obus à la seconde. Une rafale d'une seconde permet d'envoyer 40 obus sur la cible, ce qui n'est pas mal du tout. Mis à part les armes d'exercice, nous utilisons deux types d'obus principaux. Les obus perforants utilisés contre les cibles blindées et les HE, High Explosives, qui fonctionnent comme de petites grenades. Ils explosent à l'impact et saturent la zone comme une grenade à fragmentation. Une rafale d'une seconde de 40 obus de ce type sur une cible est très efficace. Le télémètre laser et détecteur de cible marquée se trouve dans le nez. Ce n'est pas un désignateur de cible. Il possède deux fonctions, la détection d'un faisceau laser et le calcul de distance. Le télémètre laser est la solution idéale pour larguer des bombes avec précision. Le faisceau laser est émis depuis cette boîte où il est envoyé vers la cible, puis se reflète sur elle. Le calculateur analyse le temps et calcule la distance. Il nous indique également la direction précise de l'objectif ainsi qu'une distance précise vers la cible. Il est alors possible de larguer les bombes avec une grande précision. Le faisceau laser n'est pas sans danger. Il peut causer de graves lésions oculaires jusqu'à 7 miles de distance. Nous devons donc être extrêmement prudents lorsque nous l'utilisons. Si nous avons des forces spéciales au sol avec un désignateur, ils peuvent braquer le rayon qui reste invisible à l'œil nu vers la cible. Le détecteur de rayon va balayer de droite à gauche comme ceci et trouver le faisceau. En quelque sorte, il nous indique vers où nous diriger. Il va nous indiquer la distance et le moment où nous allons pouvoir larguer nos bombes. Le Jaguar possède 7 points dans le port, 5 sous les ailes et le fuselage, et 2 au-dessus des ailes. Sur ces 5 pylônes, il y en a 2 sous chaque aile et 1 sous le fuselage en point central. L'autonomie de l'avion est améliorée par les réservoirs supplémentaires, comme vous le voyez ici, sous les points intérieurs ou sous le point central. Ici, on a sous les pylônes extérieurs des lance-bombes d'exercice O-14 qui emportent des petites bombes d'entraînement. En termes d'emport, la configuration standard est composée de 2 à 4 bombes de 1000 livres freinées ou lisses, ou bien 2 à 4 bombes à sous-munitions, et toujours un réservoir supplémentaire sous le point central. Sur ces points centrales, on peut avoir aussi les systèmes de défense comme le FIMAT. Le FIMAT est un lance-leurre qui utilise le même principe que les leurres en aluminium utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici se trouve le réacteur Adour, il y en a 2. C'est le même moteur qui équipe le Hawk, mais la partie arrière diffère, elle est un peu plus grande. À l'intérieur, on distingue une rampe circulaire. C'est ici que l'on injecte du carburant pour la post-combustion. Quand on l'engage, cela dégage une poussée supplémentaire avec une longue flamme d'environ 3 mètres. Le spectacle de la post-combustion et de cette longue flamme la nuit est quelque chose de vraiment impressionnant. Les tuyères que vous voyez là ont pour fonction de maintenir constante la pression à la sortie du réacteur. Quand on met les gaz, la pression à l'intérieur du réacteur augmente énormément et rapidement. Pour tâcher de maintenir cette pression à un même niveau, les pétales du réacteur s'ouvrent pour relâcher la pression. En fait, si on avait une pression à l'arrière du réacteur plus importante que dans les parties antérieures de la turbine,
La poussée ne pourrait pas se faire et on aurait même des retours de flammes ou un phénomène de pompage sérieux. Le Jaguar a également fait ses preuves au combat, en assurant une part significative de la contribution britannique à l'opération Desert Storm, la première guerre contre l'Irak en 1991. Aujourd'hui, il ne reste que 2 unités sur Jaguar. Les autres ont été rééquipées de Tornado. Les jours du Jaguar dans la Royal Air Force sont désormais comptés, le gouvernement ayant annoncé la dissolution en 2006 des dernières unités pour des raisons budgétaires. Le Panavia Tornado représente un remarquable succès de coopération internationale. 3 pays ont en effet participé au programme Tornado, l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Le projet était initialement désigné MRCA, avion de combat multirôle, et c'est cette capacité de polyvalence qui a failli mener l'ensemble à l'échec, car les 3 pays avaient des exigences très différentes. Le Tornado se distingue par ses ailes à géométrie variable. Pour les manœuvres à basse vitesse, pour l'atterrissage et le décollage, les ailes sont dans la position avant. À moyenne vitesse, les ailes glissent vers une position intermédiaire, améliorant la manœuvrabilité de l'appareil. Pour les vitesses supersoniques, puisque le Tornado peut atteindre Mach 2, les ailes sont complètement repliées. Une autre caractéristique unique du Tornado est d'avoir été conçu en 2 versions, bombardier et chasseur. Le programme MRCA a commencé en 1962. Avec l'annulation du projet TSR-2, la Royal Air Force voyait ses capacités grandement handicapées si aucune solution de remplacement n'était trouvée. Si le coût a été la principale cause de l'abandon du TSR-2, il était clair que l'industrie aéronautique anglaise était incapable de proposer de nouveaux matériels sur ses seules capacités. En dépit d'énormes difficultés, le premier prototype du Tornado vola en août 1974. La phase de développement du Tornado s'est prolongée et les premiers GR-1 de bombardement ont été livrés à la Royal Air Force en 1981. Une structure trinationale d'entraînement a été créée sur la base de Cottesmore pour former les équipages de Tornado des 3 nations. Là, les équipages étaient entraînés aux bases des opérations sur Tornado avant de rejoindre les unités de transformation opérationnelle. Mais plus le Tornado avançait dans son développement, plus les exigences des forces aériennes divergeaient, conduisant finalement à la fermeture de la structure. Pour les équipages de la Royal Air Force, les missions opérationnelles sont constituées de vols à très basse altitude. Les collines d'Écosse et le Lake District sont régulièrement sillonnés par des tornados empruntant le fond des vallées après avoir effectué leurs attaques d'entraînement. C'est une technique qui a fait la réputation des équipages anglais et qui a prouvé son efficacité quand les tornados ont reçu le baptême du feu au cours de la guerre du Golfe en 1991. Il était essentiel que l'importante aviation irakienne soit neutralisée avant que la bataille terrestre ne commence. La Royal Air Force fut chargée de détruire les pistes des bases irakiennes avec les bombes JP-233 spécialement conçues pour cet usage. Les tornados ont lancé leurs attaques en prenant beaucoup de risques, au ras du sol, face à de véritables murs de tirs antiaériens. Et le prix à payer fut lourd. 5 avions ont été descendus dès les premiers jours. Mais une fois ce travail accompli, les tornados ont repris la campagne de bombardement plus sereinement en utilisant des bombes guidées laser depuis la moyenne altitude. Juste après la fin de la guerre du Golfe, le Tornado GR1 a subi une mise à jour pour devenir le GR4, dont les premiers exemplaires sont arrivés en 1998. Le Squadron 5 a servi d'unité de transformation opérationnelle à Lossmouth, en Écosse. Nous avons ici un collimateur tête haute qui précise les informations nécessaires au vol. Il est beaucoup plus large que celui que nous avions avant et il a été largement amélioré.
Il peut aussi afficher une image en infrarouge provenant du FLIR. Pour ça, une amélioration des symboles affichés a été faite. Au-dessous, on a cet écran qui est à la place de l'ancienne carte digitale du Tornado GR1. Il sert à mener les attaques car il affiche une image haute résolution infrarouge depuis le FLIR. C'est la répétition de l'image affichée sur les écrans du navigateur en place arrière. Le manche est lui aussi singulièrement différent de celui du GR1. Il possède des fonctions bien plus avancées. Nous avons la possibilité d'engager les systèmes de pilotage en nous référant au boîtier du directeur de vol. Cela nous permet de voler aussi bien en vol normal VFR que de passer en conditions de vol aux instruments. Nous avons aussi, toujours par rapport au GR1, la possibilité d'actionner le FLIR en appuyant sur un bouton. Nous pouvons aussi mettre en œuvre également les contre-mesures électroniques. Ce manche possède des fonctions bien plus avancées que ce que nous avions sur le GR1. Ici, les instruments sont disposés comme sur le GR1. Ces instruments sont aussi disponibles en place arrière, avec ici à gauche les instruments moteurs et à droite les jauges de carburant et l'indicateur de ravitaillement en vol. Sur la console de droite, nous avons le panneau d'alarme. Et à gauche, nous avons des systèmes qui sont associés avec la visualisation tête haute. En fait, nous avons du coup moins besoin de nous y référer et nous gardons le regard sur le HUD. Tout ceci vous montre les améliorations qui ont été apportées sur le GR4. Le principal changement apporté au Tornado GR4 est la visualisation infrarouge par le système FLIR. Je sélectionne le système sur ce boîtier et l'image s'affiche sur cet écran télé. Les bonnes journées, la qualité de la visualisation dépend en effet des conditions météorologiques du jour, entre autres, et on peut tout à fait reconnaître les détails d'une cible et l'identifier. À partir de là, il nous est possible de mener l'attaque tout en maintenant la mise à jour des informations sur notre position relative. Les opérations à bord du GR4 se font désormais à l'aide d'un GPS intégré ici qui sert pour la navigation initiale. En fait, mon travail principal et le rend beaucoup plus facile. On bénéficie également d'une avionique largement améliorée et qui comporte également des systèmes de guerre électroniques. La technologie du Tornado GR4 est d'une efficacité sans comparaison. Pour mener à bien les opérations et pour obtenir une bonne efficacité, il est quand même nécessaire de garder un entraînement permanent. La version de défense aérienne, ou Tornado ADV, a été développée à partir du Tornado GR1 de bombardement et effectua son premier vol en octobre 1979. Jusqu'en 1986, c'est la première version intermédiaire F2 qui équipait la Royal Air Force jusqu'à ce que la version définitive F3 soit prête cette année-là. Équipé du radar Fox Hunter et de plus puissants réacteurs, l'avion a remplacé les vieux Lightning et Phantom pour la défense aérienne. La qualité essentielle du F3 est sa capacité à effectuer des patrouilles à longue distance de sa base de départ. Et ces patrouilles peuvent être étendues grâce au ravitaillement en vol. Dans son rôle d'intercepteur, le F3 peut recevoir en temps réel des informations via des liaisons de données sur les cibles en approche depuis les AWACS Sentry et ainsi pouvoir attaquer sans se servir de son propre radar, toujours très peu discret, et qui peut alerter l'ennemi. De la même façon, dans son rôle anti-radar, le F3 peut transmettre ces informations vers les Sentry ou les stations radar sur la position d'un site radar ennemi et servir de relais pour d'autres avions ou des forces terrestres.
Le F-3 est armé d'un canon de 27 mm, plus 4 missiles à moyenne portée Skyflash et 4 Sidewinder à courte portée. Quelques exemplaires ont été modifiés pour emporter un missile anti-radar. Tous les avions de première ligne de la Royal Air Force sont en service depuis au moins 20 ans et ont déjà subi un bon nombre d'évolutions. Mais ceci ne peut pas être éternel. Bien sûr, 20 ans est une longue période en termes d'aviation, et la technologie a tant évolué qu'il faut porter au crédit de leurs qualités essentielles le fait que le Tornado, le Jaguar et le Harrier soient restés en service si longtemps. Bientôt, le Tornado F-3 et le Jaguar seront remplacés par un avion directement conçu pour le XXIe siècle, l'Eurofighter Typhoon. Le projet initial a débuté en 1983, quand un nouveau prototype expérimental a été commandé pour évaluer certaines nouvelles technologies. Le résultat fut le EAP, qui effectua son premier vol en 1986, juste 3 ans après que le feu vert eût été donné. Du EAP découla des spécifications pour le futur Eurofighter, qui fit son premier vol en 1994. Bien que produit à la fin de la guerre froide, le Typhoon est suffisamment polyvalent. Il peut effectuer des opérations de supériorité aérienne et conduire des attaques au sol au cours d'une même sortie. Ses performances sont étonnantes. Conçu pour être le plus léger possible et doté d'une importante puissance, le Typhoon peut atteindre 40 000 pieds, soit 12 000 mètres en 2 minutes, départ arrêté. Le Typhoon entre actuellement en service au sein de la Royal Air Force. Les premières livraisons sont faites à Wharton, l'unité d'évaluation opérationnelle dont les capacités seront pleinement atteintes en 2006 ou 2007. Dans quel type d'action le Typhoon sera engagé? Il est difficile de le deviner. Beaucoup d'avions présentés ici n'ont jamais eu à subir le test ultime, celui du combat, car leur seule existence était dissuasive face à des attaques potentielles. Mais l'ennemi dominant soviétique a juste disparu pour laisser place à d'autres dangers. À ce jour, en dépit de 2 conflits majeurs au Moyen-Orient et au-dessus de la Yougoslavie, les avions anglais n'ont pas eu à combattre d'autres avions. Et même le gouffre technologique qui s'est élargi n'est plus une garantie contre des attaques dans le futur. Le coût de développement grandissant d'avions nouveaux et incroyablement plus complexes signifie qu'il n'y aura plus jamais de jet anglais. Mais l'industrie britannique continuera sans doute à jouer un grand rôle dans la conception des avions du futur.